Bonjour. Je vous propose aujourd'hui un exposé alors proprement philosophique à propos de la liberté selon Jean-Paul Sartre. Alors ce sera un exposé, je vous le dis tout de suite, critique, mais qui n'exclut pas du tout l'admiration que je peux porter à l'œuvre de Jean-Paul Sartre dans son ensemble, et même s'agissant de la première partie de cette œuvre sur laquelle j'aurai des critiques à formuler. Pour l'anecdote, je vous dirai simplement que quand j'étais jeune, adolescent, s'intéressant à la philosophie, il y avait au-dessus de mon bureau la photo de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, mais aussi celle de Camus. Voilà, pour vous dire ce que j'étais jeune, à savoir que j'étais un admirateur de Sartre, j'étais un sartrien. Mais je ne le suis plus, parce que j'ai évolué intellectuellement dans le sens du matérialisme, je l'ai déjà indiqué dans des vidéos antérieures, et que le matérialisme va exclure, bien entendu, la liberté telle que Sartre l'a pensée dans un premier temps, fût-ce brillamment. Alors, cette liberté, elle s'inspire en réalité de la... dont on va parler, elle s'inspire en réalité de la manière dont la phénoménologie a pensé la conscience humaine, parce que Jean-Paul Sartre, dans son travail de philosophe, a commencé par s'inspirer de la phénoménologie de Husserl. Je signale que quand il était normalien, à l'école normale supérieure, il était allé en Allemagne pour étudier précisément la pensée de Husserl. Or, la phénoménologie de Husserl repose sur l'idée d'une conscience, si vous voulez, qui a un statut en quelque sorte de réalité absolue, indépendante du corps. Husserl a dit très clairement, dans un de ses ouvrages, que la conscience n'était pas dépendante du cerveau et donc de la biologie, qu'elle constituait une espèce d'absolu originel. Voilà. Donc ce qui en fait, bien entendu, un penseur idéaliste, et c'est pourquoi, j'en profite pour vous le dire, j'ai critiqué à la fois Husserl et Jean-Paul Sartre dans mon dernier livre, Critique de l'idéalisme philosophique. Alors, la phénoménologie dont Sartre va s'inspirer consiste à décrire les phénomènes de conscience, tels soit extérieurs à la conscience, soit intérieurs à elle, tels qu'ils se présentent à elle, à les décrire, et à l'occasion de ces descriptions, elle prétend, bien entendu, en faire une science, ce qui est, bien entendu, une prétention qui ne tient pas, parce que la conscience va pouvoir décrire des phénomènes, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir les expliquer scientifiquement. Bon. Et surtout, la conscience, dans ce cas-là, c'est une conscience qui a toujours conscience de ce qui se passe en elle ou à l'extérieur d'elle, mais disons en elle, en l'occurrence ici, elle a toujours une conscience de soi, fût-ce à un degré infirme, mais toujours, et cette conscience de soi, la conscience réflexive, cette fois-ci, philosophique, peut la développer de façon à développer une théorie des phénomènes qui se présentent à la conscience, voyez, et avec le statut de science que Husserl lui attribuait. Alors, Jean-Paul Sartre, le premier Jean-Paul Sartre, je le répète, s'est inspiré complètement de Husserl. Il a écrit des ouvrages où la référence à la phénoménologie est très claire, et y compris son ouvrage d'ailleurs L'être et le néant, qui est un ouvrage dont le sous-titre s'intitule Ontologie phénoménologique. Phrase étonnante, ontologie phénoménologique. Bon. Et il a surtout écrit des ouvrages qui décrivaient, bien entendu, les phénomènes psychologiques sur une base phénoménologique. Je pense en particulier à l'un de ses livres, qui s'appelle La théorie des émotions, dans lequel il se livre à des descriptions de ce qui se passe dans la conscience émue, d'une manière assez étonnante, c'est assez subtil, c'est fin, mais ça repose sur un présupposé qui est que la conscience est totalement consciente d'elle-même, fût-ce à des degrés divers. Je prends un exemple, et surtout, qu'elle est libre. Alors, j'en prends un exemple tout simple, c'est que il s'agit de la description qu'il fait d'une femme qui s'évanouit devant un massif de laurier. Bon, on pourrait penser tout simplement que, comme il le fait d'ailleurs, que cette femme-là, est accablé par des souvenirs douloureux qui lui reviennent à la mémoire face à ce massif de laurier, et que ce sont ces massifs de laurier qui vont déterminer son émotion, mais qui vont déterminer son émotion
on pourrait dire, sans qu'elle ait conscience. Or, pour Jean-Paul Sartre, elle a parfaitement conscience des motifs qui la poussent à s'évanouir, et donc elle va choisir de s'évanouir et d'être elle-même inconsciente. Donc elle va faire le choix, en quelque sorte conscient, à un degré quelconque, si vous voulez, de devenir inconsciente. Donc la conscience émue se fait émue, et se fait émue au point de se faire elle-même inconsciente et de verser dans l'inconscience au sens absolu du terme. Bon, je vous dis tout de suite qu'une pareille analyse, aussi brillante soit-elle, ne tient pas au regard de ce que Freud nous a appris. Freud nous dirait que le massif de l'Orient en question, tout simplement, éveille en elle, mais d'une manière inconsciente, des processus, des souvenirs, des processus affectifs, une mémoire douloureuse, voire pathogène, et que ce sont ces affects-là, inconscients, bien entendu, qui vont la déterminer à s'évanouir et à perdre conscience. Donc la conscience, inconsciemment, devient inconsciente d'elle-même. C'est le contraire de ce que dit, bien entendu, Jean-Paul Sartre. Bon. Alors, vous avez remarqué que dans cette idée que je viens de nous présenter à propos de l'émotion, il est bien entendu question de la liberté humaine, puisque la conscience est un point de départ absolu, c'est une donnée en quelque sorte originelle, et que cette donnée originelle étant soumise à aucun déterminisme, elle est le lieu d'une liberté absolue. Alors cette liberté absolue, Jean-Paul Sartre l'a développée ensuite, d'une manière explicite, dans un livre que vous connaissez sans doute, qui s'appelle L'existentialisme et son humanisme, qu'il a rendu très populaire, qui a contribué à son succès, et à son écho, en quelque sorte, dans les années 50. Et dans ce livre-là, Jean-Paul Sartre, donc postulant une conscience qui est toujours consciente d'elle-même et qui va choisir ses comportements, eh bien, il va du coup affirmer que cette conscience est donc totalement libre, et que l'homme lui-même, du coup, est absolument libre. Et vous connaissez peut-être la formule qu'il a développée, qu'il a rendue célèbre, à savoir que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Et cet homme, c'est pas simplement l'humanité en général, c'est l'individu, tout simplement, qui n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, sous-entendu, consciemment, bien entendu. Alors, par rapport à tout cela, il faut ajouter que cette théorie d'une conscience libre et indéterminée est une position qu'on peut dire de type métaphysique, et il y a un propos de Jean-Paul Sartre qui, en quelque sorte, le confirme, c'est lorsque, dans ce même ouvrage, L'existentialisme est un humanisme, il affirme qu'il n'y a pas de nature humaine. Une nature humaine, et c'est ce qui pourrait éventuellement déterminer le comportement dans différents registres. Alors, il ajoute même, et il dit même très précisément, il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Propos qui est résolument métaphysique. L'absence de la nature humaine est proposition philosophique fondamentale est liée à l'absence d'un Dieu qui pourrait la concevoir, ce qui est une proposition métaphysique. Et le statut métaphysique de cette raison qui est avancée pour qu'il n'y ait pas de nature humaine, fait de l'absence de nature humaine, une affirmation qui est elle-même à caractère, si vous voulez, métaphysique, dont l'homme est totalement libre. Alors, cette idée d'une liberté totale de l'homme va, bien entendu, entraîner une autre idée qui, cette fois-ci, a un caractère, je dirais, moral, en quelque sorte, et qui est l'idée de sa responsabilité intégrale. L'homme ne peut pas s'excuser de ce qu'il fait, au prétexte de déterminisme qui l'amènerait à les faire, à faire ce qu'il fait. L'homme est totalement responsable de ce qu'il est, de ses actes, de ses comportements, de ses choix, de ses émotions, donc de ses affects, et par conséquent, il va être soumis à des jugements de valeur, cette fois-ci, qui relèvent de la morale. Dès lors qu'on est entièrement responsable de ce que l'on est, parce qu'on est libre, on est aussi responsable de ce que l'on fait. Et on tombe sous un jugement de valeur à caractère moral. Le problème, c'est que cette morale, figurez-vous, il a tenté de l'exprimer, de l'expliciter, de la formuler, mais il n'y a pas réussi. Alors, je vous rappelle quand même qu'à la fin non pas de l'existentialisme, c'est un humanisme, mais à la fin de L'être et le néant, livre antérieur, il a eu l'occasion d'évoquer son projet de fonder une nouvelle morale à partir des présupposés philosophiques désormais qui étaient les siens.
Or, il se trouve qu'il n'a pas pu le faire. Il a écrit un livre sur la morale que j'ai lu, mais ce livre n'est pas convaincant, si vous voulez. Pour une raison toute simple, c'est qu'il prétend fonder une nouvelle morale. Mais ça ne veut strictement rien dire. Parce que nouvelle morale, ça veut dire qu'il y aurait une morale inédite qui s'ajouterait à d'autres morales. Or, il n'y a pas 36 morales, il n'y a pas plusieurs morales. Il y a une seule morale à caractère universel et à visée universaliste. Et cette morale, elle a déjà été formulée par Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Moi, j'y adhère pleinement, quitte à enlever à la conception qu'il a de la morale, son arrière-fond métaphysique, bien entendu, avec à nouveau, bien entendu, une liberté qu'il appelle une liberté intelligible, qui est la liberté de la volonté humaine en tant qu'il est soustrait au phénomène. Eh bien, cette morale, donc Jean-Paul Sartre n'a pas pu, bien entendu, la formuler, en raison précisément du fait qu'elle existait déjà et qu'il entendait choisir lui aussi un nouveau point de vue sur tout cela, au nom, je dirais, en quelque sorte, d'une référence à la position du philosophe roi. Parce que, s'il faut bien comprendre, c'est que ce philosophe roi, c'est celui qui prétend, bien entendu, développer une réflexion dans tous les domaines, y parvenir à la vérité, et du même coup, si vous voulez, c'est une réflexion qui se développe sur un registre qui est purement spéculatif. Et cette spéculation, dont j'ai eu l'occasion de dire qu'elle ne pouvait pas déboucher sur la vérité, parce qu'il y avait 36 manières de pratiquer la spéculation, dont celle de Jean-Paul Sartre. Alors, il se trouve quand même que Jean-Paul Sartre ne s'en est pas tenu là. Cette position-là, il l'a développée jusque le début des années 50. Et malgré tout, il a évolué. Il a été confronté, figurez-vous, à des psychanalystes qu'il a côtoyés, en particulier dans sa revue Les Temps modernes. Il a intégré à son comité de rédaction un psychanalyste très connu, donc il a pu entendre parler cette fois-ci véritablement de l'inconscient. Et puis, surtout, cet homme qui se revendiquait libre et responsable a fait un choix, alors cette fois-ci on peut dire libre et responsable, à savoir qu'il a décidé de se rapprocher de l'engagement communiste, du parti communiste tout simplement, alors que jusqu'à présent, il était resté un peu en deçà, en retrait de la politique, y compris à l'époque de l'occupation. Mais là, brusquement, il s'engage en politique, il se rapproche aussi de l'URSS et il la soutient, et du même coup, il va rencontrer, dans le cadre de ce compagnonnage avec des intellectuels, disons, communistes, il va rencontrer, bien entendu, le matérialisme historique de Marx, et je vous rappelle que pour quelqu'un comme Marx, l'homme individuel n'est pas du tout ce qui se fait, il est fait par les conditions dans lesquelles il vit, qui renvoient utilement aux conditions de la production. L'homme est fait et ne se fait pas, il est fait par l'histoire, même s'il fait aussi l'histoire par ailleurs, c'est autre chose ça, mais il est fait par les conditions dans lesquelles il a vécu, si vous voulez, socialement et historiquement. Bon, alors, du même coup, l'idée d'une liberté absolue va s'écrouler, et il va du coup élaborer une autre conception de l'homme qu'il va exprimer dans un livre qui se réclame en quelque sorte du marxisme, c'est sa critique de la raison dialectique. Alors c'est un marxisme assez original, il faut le savoir, parce qu'il porte aussi un petit peu la marque de ce qu'il a pensé auparavant, et c'est un marxisme qu'on pourrait dire un peu libertaire aussi. Il intègre des références souvent dans cet ouvrage, Henri Lefebvre, mais c'est un marxisme tout de même, si vous voulez. Et alors, dans ce contexte-là, évoluant, découvrant le déterminisme qui pèse sur l'homme, il va aussi rencontrer, bien entendu, le déterminisme de l'inconscient. Et il va se mettre à écrire un ouvrage, figurez-vous, sur Flaubert, intitulé d'une manière ironique, L'idiot de la famille. Et c'est un ouvrage assez étonnant, parce que les conclusions qu'il va en tirer, dans le cadre, à l'issue de son étude du cas Flaubert, vont être à l'inverse, littéralement, des positions qu'il assumait dans sa jeunesse. En effet, pour expliquer que Flaubert soit devenu le créateur, le grand créateur qu'il est devenu, il va s'appuyer
sur les conditions de vie qui ont été les siennes, sur le plan affectif, avec l'influence du milieu familial, et sur le plan historique, avec l'influence du milieu social et historique, qui se lit très nettement d'ailleurs dans un livre comme Madame Bovary. Et alors, du coup, il apparaît que l'homme n'est pas du tout ce qui se fait, mais que l'homme est fait. Il est fait par les conditions dans lesquelles il vit. Et je me souviens que, à la sortie de son livre, donc L'idiot de la famille, il avait eu l'occasion de donner une interview au journal Le Monde, que j'ai gardée, qui était tout à fait intéressante, où il dit très clairement, très explicitement, très catégoriquement, que l'homme ne se fait pas, mais qu'il est fait. Sauf que, il ajoute quelque chose qui est assez subtil, je dirais, il ajoute cette chose étonnante que l'homme, tout homme, bien qu'il soit fait, peut quand même faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. Il y aurait donc, chez l'être humain, une forme de créativité, et on ne peut pas, à mon avis, le nier, sauf que cette créativité, il la met au compte d'une inventivité en quelque sorte libre. Et il oublie que cette créativité qui fait que certains sont créatifs dans tel ou tel domaine plus que d'autres, d'ailleurs en plus, il y a aussi des êtres conformistes, il oublie tout simplement que cette créativité peut elle-même avoir sa source dans les conditions de vie du créateur ou de l'homme en tant qu'il est créatif, si vous voulez, et dans des conditions de vie qui sont en amont de ce qu'il fait au présent, tout simplement. Je prendrai quelques deux exemples tout simples. On peut devenir un créateur dans le domaine esthétique, dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel, sur la base de l'influence de modèles parentaux que l'on a enregistrés, et sur la base des fixations affectives que l'on a sur elles, sur eux, sur les modèles parentaux. Bon, alors ça c'est une influence positive du milieu, mais il peut y avoir aussi une influence négative, y compris s'agissant de la créativité humaine. Un individu peut décider de prendre sa revanche sur les conditions familiales dans lesquelles il a vécu. Ça a été le cas, je vous le signale, de quelqu'un comme Balzac, qui s'entendait pas du tout avec sa mère, mais on a un peu le sentiment qu'il a voulu prendre sa revanche, vous voyez. Il a écrit une œuvre immense, et ce n'est que sur le tard que sa mère lui a reconnu le mérite d'avoir été un créateur. Donc, la créativité humaine peut elle-même être déterminée en amont par des conditions de vie dont nous n'avons pas conscience, si vous voulez. Voilà. Alors, conclusion de tout ce que je viens de dire, là, c'est que tout simplement, il y a de Sartre, surtout, que la liberté première, il en abandonne l'affirmation, que la seconde liberté, donc, elle existe, pas tout à fait d'ailleurs sous la forme sous laquelle un marxiste comme Engels pourrait l'avoir défendu. Dans l'Anti-Düring, Engels, qui est partisan d'un déterminisme naturel qui pèse sur l'homme, déterminisme extérieur et déterminisme intérieur, vous dira que la liberté, c'est une libération que l'on obtient par la connaissance et la maîtrise de la nécessité à laquelle on est soumis quand on ne la connaît pas et quand on ne la maîtrise pas. Alors, chez Jean-Paul Sartre, si vous voulez, c'est pas tout à fait dans ces termes-là qui s'expriment, mais il y a quand même l'idée d'un conditionnement global qui pèse sur l'être humain. Voilà. Alors, ça veut dire aussi, pour terminer, que ce registre de réflexion qui a été celui de Jean-Paul Sartre dans la première partie de sa vie, c'est un registre que je désigne comme étant spéculatif, comme étant interprétatif. Il y a plusieurs manières de penser l'être humain. Il y a la manière cartésienne, il y a la manière spinoziste, qui est à l'inverse, sur le plan de la liberté, il y a la manière sartrienne, il y a la manière husserlienne, etc. etc. Donc, ce qui veut dire que, désormais, au lieu de vouloir fonctionner sous la forme de philosophe roi qui spécule sur la réalité et prétend du même coup parvenir par la seule réflexion à la vérité, le rôle du philosophe, et je l'ai dit et je le revendique, et je le redis à nouveau parce que ça me paraît fondamental, c'est d'une part, dans certains domaines, de passer le relais aux sciences humaines, pensez par exemple à la manière dont Pierre Bourdieu a pu aussi nous parler de l'influence du milieu sur les capacités humaines, et je ne reviens pas bien entendu sur le rôle de Freud, donc passer la main, mais tout autant
parce que les sciences humaines sont des sciences, et j'en ai déjà parlé à ce niveau-là, et les sciences humaines ne nous parlent pas directement de philosophie. Hein. Elles nous présentent ici des déterminismes concrets dont elles nous apportent la connaissance exacte. Or, il faut penser avec les sciences humaines et élaborer une anthropologie de l'homme fondée sur elle et qui exclut, bien entendu, le libre arbitre métaphysique dont Sartre était partisan lorsqu'il était dans sa période spéculative. Merci.